des sauts techniques qui permettraient de relancer beaucoup de choses en Europe. Et là, je pense que vous avez un rôle à jouer. Là, je pense à Shift Project là-dessus, mais c'est une opinion très personnelle. D'autant plus, j'ajoute que ça va changer les pratiques. Même monsieur là-devant l'a dit, en matière les pratiques humaines, Ars Industrialis, nous partons des technologies relationnelles, qui est une révolution, la révolution numérique peut provoquer beaucoup de choses au niveau de l'autonomie, au niveau des échanges, et c'est ce que nous appelons, nous, faire advenir une économie de la contribution, où il n'y aura plus producteur-consommateur, mais des échanges qui permettront que chacun devienne plus responsable. Alors, vu l'heure, je vais vous livrer quelques éléments de conclusion et je renvoie à toutes les explications intermédiaires aux quelques centaines de pages que je mentionnais tout à l'heure. Le progrès technique n'est rien sans une augmentation de l'offre énergétique. Si vous avez des ingénieurs brillants et pas d'énergie, vous faites une voiture, vous ne faites pas 1 milliard de voitures. Donc la diffusion du progrès technique, elle passe par l'énergie. Et en fait, quand vous regardez un peu les évolutions des ratios, en général, les progrès techniques se passent quand vous avez une augmentation de l'offre énergétique globale. C'est beaucoup moins vrai quand vous avez une diminution de l'offre énergétique globale. La deuxième chose, c'est que l'hydrogène n'est pas une source native. Ça ne fait pas partie des énergies primaires. Donc l'hydrogène, aujourd'hui, on sait très bien faire ça. Les chimistes font ça comme qui rigolent, à partir de gaz naturel. Ça sert du reste à fabriquer les engrais. Donc l'hydrogène est un vecteur énergétique et il est aussi propre que la manière qu'on a de le fabriquer. Par ailleurs, c'est un gaz qui est monstrueusement compliqué à stocker et à distribuer. Donc un certain nombre de gens sont extrêmement perplexes quant à l'intérêt d'utiliser l'hydrogène comme vecteur versus l'électricité, qui est quand même un truc qui s'utilise plus facilement, même si ça se stocke pas très facilement non plus. Et enfin, la dernière chose que je voulais souligner, c'est que un des problèmes qu'on a dans le monde du débat, et c'est pour ça que c'était intéressant de marier les deux ce soir, dans le monde du débat sur les scénarios, c'est qu'on ne peut pas raisonner technique indépendamment de économique, parce que l'économie, c'est quoi? C'est l'allocation, certes, des ressources rares, mais c'est aussi l'allocation des efforts des hommes. Et on ne peut pas... la diffusion de la technique ne se produit pas, ça a été dit tout à l'heure, par génération spontanée. Ça relève notamment d'un choix délibéré à un moment d'aller affecter le travail des hommes sur ceci plutôt que sur cela. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on décide d'affecter le travail des hommes sur ceci plutôt que sur cela que la diffusion de quelque chose est sans limite ou est à la hauteur du problème qu'on a à traiter. Donc tout ça, c'est une affaire de chiffres. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles on est allé taper plein de sous à plein de gens pour commencer à faire ce genre de travail, c'est parce qu'on ne sort pas de ce genre de débat sans avoir manipulé des chiffres dans tous les sens, qui est évidemment long, et ce qui suppose de regarder beaucoup de sujets un peu en détail. Oui, mais la mathématisation a annihilé la volonté politique dans nos économies occidentales. C'est bien le problème. Bon, un débat sur la volonté politique serait un trop long débat pour ce soir, à mon avis. La mathématisation. Oui, non, mais on peut... Question... Il n'y a pas que ça. Ici, là. Oui. Suzanne Renard, je suis élève ingénieur. Je vais essayer d'être bref pour cette dernière question. Et en fait, j'ai une question sur l'échelle des scénarios. Donc j'ai trouvé ça très intéressant ce soir d'avoir des points de vue à la fois techniques de scénarios quantifiés et à la fois aussi de la question des territoires et de comment est-ce que la société civile peut se réapproprier les débats. Parce qu'en fait, l'énergie fait aussi sens à une échelle très locale, que ce soit des énergies où la production est décentralisée ou que ce soit l'usage de l'énergie. Et donc, pour moi, je me pose la question de quelle échelle est pertinente en fait pour faire des scénarios énergétiques, sachant que c'est peut-être à l'échelle de la région qu'on va pouvoir avoir beaucoup de production décentralisée, mais que c'est à l'échelle au moins européenne qu'on va pouvoir traiter les questions des réseaux électriques, du transport de gaz, ou même après plus tard des carburants liquides. Là, ça sera peut-être plus à l'échelle mondiale. Donc pour vous, quelle échelle fait sens, ou comment allier les différentes échelles du territoire jusqu'à une échelle au moins continentale? Là, la réponse va être très courte. Toutes les échelles sont utiles. Ça dépend quel est le problème qu'on est en train de regarder. Il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas de réponse unique. Si vous voulez regarder la production de pétrole, qui est une énergie mondiale, les 2/3 du pétrole produit dans le monde passent une frontière entre le lieu de production et le lieu de consommation. La bonne échelle, c'est le monde. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas la production de pétrole en France ou la production de pétrole en Grande-Bretagne, c'est la production mondiale de pétrole. Ensuite, si vous regardez le charbon, qui est une énergie beaucoup plus domestique, la production mondiale n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui va compter, c'est la production nationale, voire la production régionale. Si vous regardez la consommation de chauffage en Europe est déterminée par des éléments de demande qui sont raisonnablement indépendants de ce qui se passe en Australie en termes de conditions climatiques. Donc ça dépend de ce que vous êtes en train de regarder. Il y a des échelles qui sont pertinentes.
en fonction de la question qu'on se pose. Et pour répondre à la question de la production énergétique locale, mais là aussi, ça nous emmènerait dans un long débat d'expliquer pourquoi. Quand vous avez déjà un réseau électrique d'installer, en fait, si vous voulez avoir de la production locale d'électricité, vous augmentez les investissements à réaliser par un facteur 5 à 10. Donc c'est une très mauvaise idée d'avoir de la production locale d'électricité. Par contre, si vous réfléchissez à la chaleur qui se transporte mal sur de longues distances, c'est plutôt une très bonne idée. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, la réponse courte, c'est toutes les échelles sont intéressantes, ça dépend de la question posée. La réponse longue, c'est comme ça dépend de la question posée, on peut en parler pendant 2 heures. Une réponse très courte de ma part. Quand je parlais de l'échelle locale, j'aurais dû le dire, ça sous-entend aussi que l'échelle locale ne peut absolument pas être dissociée de l'échelle globale et régionale. Et notamment des conventions type protocole de Kyoto ou après, c'est absolument indispensable que la communauté internationale réfléchisse à cette échelle-là. Et l'échelle européenne me semble effectivement justifiée, notamment sur la mise en réseau des scénarios et sur les échanges de bonnes pratiques. Et je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Jean-Marie Jancovici. Je pense qu'il y a d'autres points de vue sur les énergies locales décentralisées. Bien, je vous remercie. Vu l'heure, je vais vous proposer de passer à côté pour continuer la discussion autour Merci. Autour d'un buffet. Merci à vous.